Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. On va dresser le portrait d'un scientifique, d'un conférencier, d'un écrivain français, surfeur aussi, vous allez le voir à 16h perdu. Portrait de Joëlle de Ronet dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, elle s'appelle Lisa de Bernard et elle est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Quel va être l'objet de votre chronique? On va parler d'Internet, de câbles sous-marins et de souveraineté numérique. On voit ça avec vous dans un instant. Et puis on va s'intéresser aussi aujourd'hui à un enjeu de taille, celui de l'avenir de l'éducation numérique en Afrique francophone. Alors que le numérique transforme tous les aspects de nos vies, il est évidemment essentiel que les jeunes Africains aient accès aux compétences et aux ressources nécessaires aussi pour s'intégrer dans un monde évidemment de plus en plus digital. Mais alors comment surmonter les défis liés à l'accès, à l'infrastructure et parfois à la formation aussi des enseignants? On va en parler avec notre invité tout de suite. Il est en duplex avec nous. Bonjour Pascal Canic. Bonjour Philippe. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Schoolab. Soyez le bienvenu dans l'École du Futur. On en parle dans un instant avec vous, juste après le focus. Le prestigieux MIT, l'Institut Pasteur, la Cité des sciences et de l'industrie, aucune vague ne résiste à ce surfeur scientifique. Joëlle de Ronet s'est récemment installé au carrefour du futur et on découvre son portrait aujourd'hui signé Xavier Terrade. Père d'une célèbre écrivaine, un porteur du surf, scientifique, conférencier, professeur, conseiller en entreprise, découvrez les 1000 facettes de la vie de Joëlle de Ronet. Le papa de la femme de lettres, Tatiana de Ronet, était connu bien avant sa fille, puisqu'il est un pionnier. En 1960, il était désigné champion du monde de surf, une discipline qu'il est l'un des premiers à avoir importé en France quelques années plus tôt. En plus, le surf, c'est un peu une métaphore du vivant. La vie est comme une vague. Et sur cette vague, on est à la fois déterminé et libre. Déterminé parce que la vague, elle est formée par quelque chose d'autre qui ne dépend pas de moi, ne dépend pas de ma vie. Et en même temps libre d'évoluer sur cette vague de manière différente. Donc le surf, c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre, c'est une culture. Découvreur du surf, mais aussi de l'ancêtre d'Internet, le réseau ARPANET, alors qu'il était enseignant-chercheur au Massachusetts Institute of Technology de 1967 à 1975. Dans la même période, Joëlle de Ronet était attaché scientifique auprès de l'ambassade de France aux États-Unis. Sa proximité avec les politiques ne suffira pas à faire arriver plus vite Internet en France. Mais cette découverte reste l'un des points forts de son parcours. Débuté à l'île Maurice en 1937, Joëlle de Ronet est arrivé à Paris en 1945, là où il passe son doctorat en sciences à l'Institut Pasteur. Il est alors spécialisé dans la chimie organique et prébiotique, mais son domaine de compétences va bien au-delà. Sa voix est toujours très écoutée, même en matière d'éducation. L'apprentissage moderne va se faire de plus en plus par une constellation d'outils qui ne sont pas seulement la tablette, mais aussi le smartphone. Un sujet sur lequel Joëlle de Ronet ne manque pas d'humour. Et ce que savent faire la génération Internet aujourd'hui, la NetGen, que j'appelle les MHBG, les mutants hybrides bionumériques géolocalisés. Bien sûr. Ce qu'ils savent faire, c'est apprendre aux seniors que la transversalité, encore une fois, des apps, l'appli, pour parler un peu plus correctement, des logiciels classiques, des réseaux, des moteurs de recherche et du travail ensemble, crée une constellation qui catalyse l'apprentissage. Pour cet enseignant, qui a été élu personnalité de l'économie numérique en 2012, il y a toutefois une condition. Donc tous ces outils doivent être utilisés. Mais le problème, la question, c'est d'avoir un projet pédagogique. Et ensuite, quand on a un projet pédagogique, c'est-à-dire un plan systémique, alors on cherche les outils adaptés. Ce scientifique aux allures de philosophe, à la fois tranchant et élégant, qui se revendique d'une approche systémique, a trouvé le savant cocktail pour rester concernant, toujours dans l'air du temps. Un savoir et une pensée qu'il ne pouvait que communiquer, notamment à travers l'écriture de nombreux ouvrages qui pourront servir de base pour les générations futures. La mise à exécution de la transmission qu'il a toujours défendue avec passion. Merci infiniment.
Allez, autre chose à présent. On prend la direction de l'Afrique, où le défi d'offrir une éducation numérique accessible et adaptée aux besoins locaux reste immense. C'est vrai, entre les infrastructures parfois limitées, le coût aussi des outils technologiques et le besoin de contenu éducatif de qualité, les obstacles sont nombreux. Mais il y a une bonne nouvelle, les solutions émergent. Alors justement, comment ces initiatives parviennent-elles à toucher des millions de jeunes? Quelles compétences aussi sont aujourd'hui prioritaires pour bâtir là-bas une carrière dans le numérique? Et comment l'Afrique peut-elle transformer ces défis en opportunités pour son développement? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et on en parle avec vous aujourd'hui. Pascal Canig, vous êtes en duplex avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le cofondateur de Schoolup. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce que vous faites et depuis combien de temps, est-ce que vous voulez bien peut-être nous raconter la genèse de Schoolup? Est-ce qui vous a motivé à lancer cette plateforme avant d'embrayer sur le sujet de l'éducation en Afrique francophone? Merci beaucoup, Philippine. Alors, Schoolup est né en 2018. Donc j'ai eu l'idée alors que j'étais encore employé dans une société de télécommunications. L'idée m'est venue parce que dans mon travail, j'étais souvent appelé à chercher des chiffres, donc les statistiques. Et il m'arrivait d'avoir aussi des projets éducatifs à gérer. Et donc, quand j'allais chercher des statistiques dans l'éducation, je trouvais qu'il n'y avait pas de statistiques fiables dans les systèmes éducatifs en RDC. Et plus je devais chercher aussi des statistiques au niveau africain, il n'y en avait toujours pas de fiables. Et c'est là où j'ai commencé à me questionner sur la pertinence des décisions qui se prennent dans l'éducation, qui est un secteur clé pour le développement d'un pays. Je me suis dit, en fait, si on n'a pas de statistiques fiables, ça veut dire que la majeure partie de ce que nous projetons ou des décisions qui sont prises, que ce soit au niveau national ou au niveau mondial dans l'éducation en Afrique, se basent sur des chiffres qui ne sont pas très fiables. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser sur la partie qualité de l'éducation en soi, notamment des ressources pédagogiques, la disponibilité des contenus de qualité. Quand j'allais dans des conférences dans des zones rurales, j'avais rencontré des enseignants qui n'avaient pas du tout des ressources mises à jour, qui n'avaient pas accès à des bibliothèques. Merci Pascal pour cette introduction. Alors on le comprend avec la mission de Schoolup de rendre les ressources éducatives accessibles à la fois en République démocratique du Congo, mais on comprend aussi que vous êtes ailleurs dans l'Afrique francophone. Quels ont été les principaux défis ou difficultés auxquels vous avez dû faire face dans justement les différents pays africains dans lesquels vous êtes désormais implantés? Alors, les défis, c'est déjà en termes d'infrastructure. De base, l'Afrique en général, aujourd'hui, le taux de couverture Internet est assez faible. Comme vous le savez, c'est moins de 40% en termes de couverture, mais aussi les coûts d'accès à Internet est très élevé. Et là, quand nous avons réfléchi aux solutions pour améliorer la qualité de la gouvernance du système éducatif déjà en RDC, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique, surtout subsaharienne, qui sont similaires à la réalité du Congo. Et la proposition que nous avons de rendre disponibles des ressources pédagogiques de qualité pour tous les enseignants, toutes les écoles. Donc nous avons cette solution que nous avons construite en tenant compte de tous ces défis socio-économiques de l'Afrique, notamment l'absence de connectivité Internet dans la majeure partie d'Afrique. Et donc, notre solution aujourd'hui est pensée pour justement être adaptée à ce contexte socio-économique, notamment l'absence d'Internet, dont la solution Schoolup tourne même là où il n'y a pas de connectivité, là où il n'y a pas Internet. Et c'est ça, c'est là où vraiment nous nous positionnons et nous nous différencions de presque tous nos concurrents en Afrique, c'est que nous apportons une solution qui peut être adaptée, qui peut être utilisée partout en Afrique. Il n'y a pas de limite, même dans des zones où il n'y a pas Internet, les écoles, les enseignants, le parent peuvent toujours se procurer nos produits et pouvoir avoir accès donc au contenu de qualité et même faire la gestion administrative avec la plateforme Schoolup, même en étant hors connexion.
Pascal, justement, vous avez annoncé très récemment un partenariat qui a été scellé lors du sommet de la francophonie avec Saïna notamment, qui se présente comme leader de la gig éducation. C'est quoi la gig éducation ? Alors, Saïna se positionne dans ce domaine, dans la EdTech. C'est un secteur où ils vont former beaucoup plus en termes de compétences liées aux compétences pour avoir accès à l'emploi. Donc, l'éducation qui aide les jeunes à avoir accès aux compétences pour avoir des emplois, pour être en fait utiles directement au marché d'emploi. Ça, c'est le domaine de Saïna, qui sont, en fait, Saïna est aussi dans la partie formation des geeks, si je peux appeler ça comme ça, donc des développeurs en soi, des compétences du numérique. Voilà pourquoi il s'appelle Gig Éducation. Et donc, nous, Schoolab, n'ayant pas ce segment en termes de développement des parcours éducatifs dans les compétences du numérique, nous avons estimé que nous pouvons nous associer à Saïna, qui va produire des parcours éducatifs que nous allons nous déployer dans nos plateformes pour que ça soit accessible à plus de jeunes, notamment parce que nous gérons aujourd'hui plus d'1 million d'élèves dans nos plateformes. Et si nous pouvons donc mettre à disposition de ces élèves ces formations avec Saïna, nous allons atteindre le maximum d'élèves qui pourront avoir accès aux compétences du numérique. Pascal, justement, effectivement, les compétences du numérique, vous parlez aussi de l'employabilité en Afrique dans ce domaine. Vous avez aussi lancé un partenariat avec Meta, la maison mère de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp, entre autres, autour des sujets de la cybersécurité. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus sur ce programme et surtout sur cette collaboration avec Meta qui sort un petit peu de l'ordinaire ? Merci beaucoup. La collaboration avec Meta, c'est justement pour développer des contenus, des parcours scolaires sur la sécurité en ligne. Parce que c'est une matière très importante, surtout que nous touchons le segment jeune et que les jeunes qui viennent faire connaissance de ce monde du numérique doivent être sensibilisés, formés et avertis sur des risques et des dangers qui existent dans ce monde connecté. Donc, avec Meta nous accompagne pour produire le maximum de contenus sur la sécurité en ligne, mais aussi pour diffuser ces contenus à travers nos différents canaux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une solution, par exemple, en Afrique, que nous diffusons via les menus USSD. C'est ça notre avantage. On ne fait pas que les canaux Internet. Meta a estimé que vu que nous avons plusieurs façons d'atteindre nos cibles, donc les jeunes, grâce au numérique, mais pas que le numérique 100% connecté, c'était une opportunité pour Meta d'atteindre le maximum de jeunes qui commencent avec le numérique en diffusant leurs contenus de sécurité en ligne à travers nos plateformes, sur différents types de formats, SMS, médias comme vidéo, multimédia, et même des formats que nous allons développer web pour diffuser directement dans la plateforme en ligne aussi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif avec Meta, c'est atteindre le maximum d'enfants, le maximum d'élèves qui soient sensibilisés sur les risques d'être sur Internet. Justement, ce que je vous propose, Pascal, c'est de continuer à en parler dans un instant. On va parler aussi du rôle du secteur EdTech en Afrique francophone, un secteur que vous connaissez particulièrement bien. On va le faire dans un instant. On va continuer nos échanges. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Have you ever seen a G-shaped lamp that's also a wireless charger, Bluetooth speaker, alarm clock, and provides 15W fast charging? This sleek beauty does it all! Perfect for your home office or bedside setup. Who wouldn't want a multitasking lamp like this? Get yours now. Link in bio.
Sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui en duplex, Pascal Canic, le cofondateur de Schoolab. Pascal, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, Lisa, vous vous intéressez à un sujet stratégique, un peu technique, c'est vrai, mais passionnant, on va le voir. L'État français a décidé de racheter Alcatel Submarine Networks, une entreprise spécialisée dans les câbles sous-marins. Alors, pourquoi cette acquisition fait-elle autant de bruit? Vous allez nous répondre. Mais avant cela, peut-être qu'il serait intéressant de rappeler ce que sont justement que ces câbles. Oui, tout à fait. Les câbles sous-marins philippines, c'est un peu comme des autoroutes sous la mer qui transportent les données numériques d'un continent à l'autre. Internet, appels téléphoniques, vidéos, transactions bancaires. Globalement, presque tout ce que l'on fait en ligne passe par ces câbles qui drainent pas moins de 99% des échanges mondiaux et des données numériques. Ouais, c'est quand même énorme, effectivement, et c'est bien plus clair. Merci beaucoup. En cette période où la négociation du budget, c'est vrai, fait rage au sein du gouvernement et notamment à l'Assemblée, annoncer un budget de 100 millions d'euros pour racheter une entreprise de ce secteur peut évidemment interpellé. Pourquoi cette décision et pourquoi maintenant, Lisa? Effectivement, au vu du contexte, l'annonce de ce rachat par le ministère de l'économie peut paraître surprenante, mais elle est en réalité essentielle. Avec cette opération, l'État acquiert 80% de l'entreprise Alcatel Submarine Networks, aussi appelée ASN, comme vous l'avez dit, Philippines. Il s'agit donc de l'un des leaders mondiaux dans le domaine des câbles sous-marins. Une entreprise tricolore passée à regret sous pavillon finlandais il y a quelques années, suite au rachat par Nokia de la maison mère de l'entreprise. Avec ce rachat de parts, l'État français a saisi sa chance de réaliser une acquisition stratégique et lourde de conséquences, notamment pour la sécurité numérique de la France. D'accord, mais pourquoi l'État se lance justement maintenant dans ce rachat? Eh bien, déjà, il y a une question d'opportunité. L'État français a toujours gardé un œil sur ce fleuron français lorsqu'il était aux mains des Finlandais. Alors, quand Nokia a décidé de se séparer d'une partie de l'entreprise, la France s'est tout de suite positionnée. Ensuite, il y a une question de sécurité. Les câbles sous-marins sont vulnérables, notamment concernant les cyberattaques, l'espionnage et même des sabotages physiques, puisqu'ils passent par des zones internationales peu protégées. Donc, en contrôlant ASN, l'État peut mieux surveiller et sécuriser les données sensibles qui transitent par ces câbles et réduire les risques d'interférences étrangères. J'imagine qu'il y a aussi une question d'indépendance aussi. Tout à fait, Philippines. Si ASN restait sous contrôle étranger, la France pourrait se retrouver dans une position de dépendance par rapport à l'accès à ses propres données et également à celles de l'Europe. Et puis le contexte géopolitique vient ajouter une couche supplémentaire de méfiance. Plusieurs pays renforcent depuis de nombreuses années leur contrôle sur leurs infrastructures numériques critiques pour se protéger des ingérences extérieures. Effectivement, et puis bien sûr il y a aussi un enjeu économique puisqu'avec ce rachat l'État préserve un savoir-faire français qui est bien à lui et les emplois évidemment qu'il génère, notamment à Calais qui abrite l'usine de fabrication des câbles. Merci infiniment Lisa pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Allez, on y va. C'est parti. Et on la lance ensemble et avec vous, Pascal Canic, vous êtes toujours en duplex avec nous et vous êtes toujours, bien sûr, le cofondateur de Schoolab. On a parlé de vos partenariats, notamment avec Meta, dont on parlait en fin de première partie du talk. On parlait aussi des compétences numériques, de l'employabilité aussi en Afrique francophone, employabilité à laquelle vous contribuez quelque part en formant vos élèves et vos étudiants grâce à votre plateforme. Quelles compétences justement numériques aujourd'hui vous estimez cruciales pour les jeunes actuellement en Afrique, dans les pays dans lesquels vous rendez pour les former à ces nouveaux métiers? Alors, c'est une très belle question, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais expliquer clairement l'ambition que nous avons. Comme je vous ai dit au départ, nous amenons la technologie dans les fins fonds de l'Afrique. Et donc, nos premières cibles étant des personnes qui sont en zone abandonnée, comme on l'a dit, en zone déconnectée. Nous amenons la technologie même dans ces endroits-là et nous estimons qu'il y a de bases du numérique aujourd'hui qui doivent être enseignées à tous ces enfants qui n'ont pas accès à ces mondes du futur. Vraiment les basiques. Nous allons partir sur les connaissances de base, sur l'utilisation des devices, l'utilisation d'Internet, les plateformes numériques, les petites explications, vraiment les éléments essentiels pour que les enfants qui sont en Afrique ne soient pas complètement en déphasage avec l'évolution du monde. Parce que déjà, la raison d'être des Schoolab est partie de cette frustration
de voir qu'il y a un décalage énorme entre les enfants qui sont issus des écoles des zones rurales et les enfants qui sont issus des milieux urbains en Afrique. Je parle que de l'Afrique. Donc vous avez 70% d'enfants qui sont défavorisés de par la qualité de l'éducation qui n'existe pas dans ces zones rurales par rapport à ces enfants qui sont dans des zones urbaines ayant accès à tout ce qu'il faut pour avoir une éducation de qualité. Et donc, la solution avec Saïna est celle-là, de dire Saïna développe des compétences du numérique très intéressantes, mais qui sont disponibles uniquement en ligne, via leur plateforme numérique. Nous, School-Up, nous avons des solutions qui vont en dehors d'Internet et nous pensons que ces enfants, les 70% qui ne peuvent pas être connectés pour avoir ces mêmes connaissances, peuvent donc être servis grâce à School-Up qui desservent la connaissance même en mode non connecté. C'est vraiment là la pertinence de notre solution. Donc, si 30% peuvent avoir accès à ces compétences développées en ligne à travers Saïna, nous pensons que 70% des enfants, nous pouvons les atteindre grâce à nos solutions offline, via des SMS, via les plateformes offline que nous avons, l'application mobile offline. Nous embarquons des contenus pour ces enfants qui sont dans des zones reculées. Vous contribuez effectivement à l'éducation numérique aussi en Afrique francophone. Alors c'est vrai, Pascal, qu'ici, d'un point de vue européen et en tout cas français, le marché EdTech en Afrique, et notamment en Afrique francophone, il a l'air assez florissant. Mais vous, qui le vivez au quotidien, quel point de vue, quel regard portez-vous sur ce marché ? Alors, le marché EdTech en Afrique, je dirais aujourd'hui que c'est un marché évidemment qui est d'abord très important, parce que c'est un marché qui va changer complètement la donne en termes de l'avenir du continent. Aujourd'hui, tous les problèmes liés à la qualité, par exemple, de l'éducation en Afrique, ces problèmes conduisent au sous-développement. Le sous-développement de l'Afrique a un impact aussi négatif sur le reste du monde, notamment l'Occident, l'Europe. Et donc, nous pensons que tous les acteurs qui peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation vont aussi, en Afrique, vont contribuer par ricochet à réduire des problèmes issus de cette mauvaise qualité de l'éducation dans la majeure partie de l'Afrique. Donc, l'industrie EdTech est la solution. Je crois bien, la solution adaptée pour améliorer d'abord la qualité de l'éducation. Parce que là où nous ne pouvons pas aller, par exemple, avec 1 million de livres imprimés aujourd'hui, nous pouvons amener 1 million de livres en numérique dans toutes les écoles. C'est plus facile avec le numérique que sans le numérique. Donc, c'est une industrie. C'est vrai, c'est difficile aujourd'hui parce que, surtout en Afrique francophone, il n'y a pas un écosystème adapté pour promouvoir l'entrepreneuriat numérique en général. C'est très difficile pour les startups de pouvoir émerger et de faire de grandes croissances. Et donc, il y a toujours des opportunités. Il y a énormément d'opportunités parce que le marché est complètement desservi. Il n'y a pas du tout assez de solutions et j'estime que c'est là où il faut aller chercher le marché, c'est là où il faut investir, c'est là où il faut aller parce que c'est aussi le futur du monde qui se joue en Afrique. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Vous expliquez qu'il reste, de ce que je comprends, encore tout à inventer sur ce marché EdTech de l'Afrique francophone. Quelles sont aussi, selon vous, cher Pascal, les prochaines grandes innovations qui pourraient justement transformer l'apprentissage numérique en Afrique francophone ? Alors, en Afrique en général et en Afrique francophone, je pense qu'aujourd'hui, nous n'attendons pas encore de grandes innovations. Parce que s'il faut parler aujourd'hui des grandes innovations, il faut voir aussi par rapport au reste du monde. Par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait rage partout dans le monde. Je pense que dans notre philosophie, nous pensons que l'Afrique a besoin de petites innovations parce que les problèmes sont encore basiques. Ça veut dire aujourd'hui, on a besoin juste d'abord du numérique. Juste du numérique. On n'a pas encore la couverture 4G, on n'a pas la couverture 5G. Sur la majeure partie d'Afrique. Donc, c'est très difficile de venir avec le high-tech en Afrique à ce jour. C'est complètement
illusoire. C'est pourquoi nous avons un concept que nous appelons low-tech, pour dire pas que c'est une faible technologie, mais que c'est une technologie basique qu'il faut pour développer l'écosystème numérique en Afrique. Donc, les grandes innovations en Afrique que nous attendons, c'est justement aller servir toutes les zones de l'Afrique de ces technologies de base que nous estimons utiles pour la société. Et pour servir justement, Pascal, toute l'Afrique, comme vous le dites, est-ce que vous voyez un potentiel de collaboration entre les gouvernements africains et les entreprises comme la vôtre, notamment pour déployer justement les solutions éducatives dans les établissements publics, au plus proche des enseignants et des élèves? C'est vrai qu'en France, ici, c'est compliqué de travailler, par exemple, avec le ministère. Les startups qu'on reçoit régulièrement sur ce plateau nous le disent quasiment quotidiennement. Qu'en est-il, vous, de votre côté, en Afrique francophone? Et là, par contre, c'est une autre opportunité, je dois le dire, je dois le reconnaître, je dois l'avouer. Par exemple, en RDC, particulièrement, nous, Schoolab, nous avons été soutenus aussi par le gouvernement, notamment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Avec tout son gouvernement aujourd'hui, le ministère de l'Éducation, nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Éducation en RDC. Et là, par exemple, c'est un exemple concret parce que souvent, quand nous parlons start-up, on croit que nous sommes encore dans des rêves ou dans du vent. Au Congo, aujourd'hui, nous avons permis à supprimer chaque année un peu plus de 20 millions de papiers dans l'administration scolaire. Nous avons implémenté une solution qui tourne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans tous les systèmes éducatifs, dans tous les bureaux de l'éducation au niveau de toutes les provinces. Nous avons déployé une plateforme qui a permis au gouvernement de basculer complètement d'une gestion basée sur le papier dans les processus d'inscription des élèves aux épreuves jusqu'à la production des diplômes d'État et même à l'émission des diplômes d'État. Nous avons tout digitalisé. Et quand je parle de digitaliser, c'est vraiment de bout en bout. Plus aucun papier, tout est digital jusqu'aux attestations de réussite et même l'accès à ces attestations de réussite. C'est du concret. Une suppression de plus de 20 millions en termes de papiers A4 qui sont supprimés par année. Si vous faites les calculs, vous verrez le nombre d'arbres qu'on a épargnés aussi. Donc, en parlant du développement durable. Donc ça, ce sont des preuves qu'aujourd'hui, les gouvernements en Afrique peuvent résoudre beaucoup de problèmes dans leur gouvernance des systèmes éducatifs grâce au numérique, mais aussi dans la qualité de l'éducation. Et il y a d'autres gouvernements en Afrique qui nous ont déjà contactés, avec lesquels nous travaillons déjà. Et très bientôt, nous allons aussi démarrer sur le terrain avec eux. Et ben voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, cher Pascal. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On vous souhaite beaucoup de succès aussi, et notamment avec le gouvernement. Merci aussi d'avoir été parmi nous pour ce tour d'horizon de l'éducation numérique en Afrique francophone. On a été ravis de vous recevoir. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Lisa de Bernard, d'avoir été parmi nous, d'être toujours là aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve tous les jours, et notamment dès demain et dès 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée. Merci.